C'est pas des énormes ventes, mais ce sont des ventes très très constantes. Pour nous, c'était important du coup euh, comment dire, de compléter le maillage. C'est-à-dire qu'en fait, on a la chance en France, parce que je connais la situation ailleurs et c'est pas du tout le cas, on a la chance en France d'avoir un réseau qui est extrêmement fort au niveau du maillage des libraires. En fait. L'offre culturelle à ce niveau-là est vraiment très très puissante. Donc merci le prix unique du livre, merci Jack Lang. Euh, et c'est par exemple quelque chose qui n'existe pas aux États-Unis. Donc du coup, un libraire du coin peut se faire truster par une offre à moins 50% durant les Black Friday sur Amazon. Donc voilà, en tout cas, nous, on est préservé de ça. Bref, le maillage est très important, très puissant, mais il existe quand même des poches en fait où en fait un libraire n'a pas intérêt en fait à s'installer parce qu'il n'y a pas le public. Et par contre, l'offre culturelle, elle est déportée vers les centres commerciaux. La grande distribution, les grandes surfaces sont là du coup pour diffuser de diffuser des patates, du jambon, mais puis également des bouquins, des DVD, des jeux vidéo. Et nous, on a vraiment du coup créé cette sélection très resserrée de 10 tomes qui sont pour nous assez simples d'accès, qui peuvent être aussi, c'est toujours là, on se met dans cette optique-là que c'est toujours, tous les bouquins qu'on sort en fait peuvent être le premier bouquin d'un lecteur qui découvre vraiment le super-héros, le comics en général, ou même la bande dessinée. Donc on a vraiment voulu faire de ces livres-là des œuvres très 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 attractif, très facile d'accès, de faire un prix aussi très, très attractif puisqu'on est en dessous des 10 euros. Et on se rend compte que voilà, on réussit en fait à la marge à intéresser des gens. C'est qu'on a du coup cette offre qui est toujours disponible. Et en fait, on a cet indice que les livres sont toujours disponibles en fait dans ces grandes surfaces. Et en fait, en général, la grande surface ne fait pas dans le sentiment. C'est que si ça ne marche pas, préfère mettre un rayon de poireaux et de patates plutôt que des bouquins dont la marge n'est pas terrible. Donc pour l'instant, non, c'est une expérience qui est plutôt concluante et qu'on risque de d'étendre un petit peu d'une autre façon. On est en train d'y penser en ce moment. Voilà, donc on est toujours vraiment dans cette optique d'aller chercher les gens. Enfin, si les gens ne viennent pas en librairie, qu'on aille vraiment nous les chercher et renforcer encore plus l'offre, en tout cas, comics en France. C'était une question de timing. Après, vous dites inédite en album en librairie, parce qu'on a publié du coup cette série-là en magazine. C'est pas impossible qu'on sorte l'album, parce que du coup on a l'ensemble de lettrés. Après, alors à mon grand désarroi, où je n'ai pas encore eu le temps de voir en fait Justice League Dark. Si c'est bon. Enfin, si on aime ça et qu'on juge que c'est quelque chose de qualité, que c'est important de le proposer aux lecteurs, on va le faire. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas une priorité parce qu'il y a tellement de choses à faire, notamment depuis avec Rebirth. C'est compliqué. Et puis après, en termes de timing, on n'a pas su tout de suite en fait, parce qu'entre la possible adaptation en film par Del Toro, puis ensuite le fait que ça devienne animé, les informations n'étaient pas très sûres jusqu'à très très peu en fait avant la sortie de l'animé. Donc voilà, là on a aussi manqué un petit peu de chance au niveau du timing, mais voilà, faut pas l'écarter, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Alors, pour donner un peu de perspective, le marché français, sur le marché français, le comics représente en valeur 10%. 10%, on se dit oui, c'est pas énorme, mais en fait, c'est tellement plus qu'il y a même 5 ans ou 10 ans en fait. C'est que le comics a toujours été un peu souterrain et n'a jamais été vraiment considéré comme un marché à part entière. Maintenant, il le devient de plus en plus. Alors, merci grâce à l'exposition notamment des films, des séries ou des jeux vidéo. Mais bon, on va pas nier notre travail aussi éditorial, hein, merde. Pardon, zut. Et donc voilà, c'est quelque chose qui, c'est en fait, quand on regarde un petit peu les chiffres, par exemple en 2013, depuis 2013, c'est un marché qui a gagné plus de 2,5% en fait de part de marché sur le reste en fait des autres secteurs que sont la BD jeunesse, la BD franco-belge ou le manga. C'est en fait le secteur le plus dynamique ces dernières années. Donc on a encore, je pense, une marge de progression assez importante. Je vais pas dire énorme, on va pas devenir, enfin on est sans doute l'un des premiers pays après les États-Unis à consommer du comics, comme on est également une terre d'adoption pour le manga. Ces deux genres ne vont jamais supplanter on va dire la culture locale qu'est le franco-belge, ça c'est une évidence. Mais en tout cas, à partir de quand on commence à peser 10% du marché, ça commence un petit peu à être intéressant. On a aussi ce retour des libraires qui nous disent de plus en plus, moi je fais de plus en plus de place aux comics en général parce que je vois que ça intéresse de plus en plus de monde. Donc ça pour nous c'est un petit peu une réussite d'avoir participé à cet essor du comics.
avec nos concurrents et partenaires. Donc on est vraiment du coup dans cette optique et cette dynamique qui est assez inédite en fait en France, où des grands groupes aussi mettent des billes. Enfin, si Média Participation a mis à parier sur DC, il y avait aussi encore une fois une intuition qu'il y avait un marché qui est resté à conquérir. Alors historiquement, oui, on a cette culture Marvel. Moi-même, à la base, je suis un lecteur Marvel. Enfin, je suis un Marvel boy. Je suis plus un Marvel zombie, mais bon, voilà, ça a été toute ma culture et de manière un peu éparse, je découvrais quelques récits d'ici où ma première lecture étant Killing Joke. Dans la version Pocket, j'ai lu BD. Là, c'était pas forcément le meilleur bouquin pour lequel commencer à 7-8 ans, mais bon, voilà, c'est mon histoire personnelle et mon rapport avec DC. Oui, on a du coup forcément ce patrimoine Marvel omniprésent. Et pour nous, c'était un double défi en fait d'arriver avec un catalogue qui restait quand même largement en friche par rapport à ce qu'on a pu faire pendant 5 ans. C'était un vrai défi. Donc on avait commencé avec une démarche très très pédagogique, avec notamment le DC Comics Anthology, qui est vraiment le guide de survie en milieu DC, qui était notre deuxième livre, le premier étant Watchmen. Watchmen était vraiment, on reviendra sur les best-sellers après, mais Watchmen était vraiment pour nous le manifeste, la manière dont on entendait publier en fait du comics en France, en reprenant ce qui était pour nous la seule traduction possible de Watchmen était celle de Jean-Patrick Manchette, d'être dans un format qui allait symboliser notre format nous, c'était du format cartonné, avec un maximum de bonus, donc en gros tous les bonus de la version absolute, qui est l'édition ultime aux États-Unis, et à un prix abordable, à 35 €. Donc voilà, on avait un petit peu là toutes les bases de ce qu'on comptait, puis également la maquette qui changeait un petit peu. Donc on a vraiment les bases de ce qu'on comptait faire pendant ces 5 années. Et donc du coup on est vraiment resté sur cette base-là. Et j'ai oublié complètement la question. On parlait des best-sellers. Est-ce que du coup on est sur un marché qui est trusté par des best-sellers? Le premier qui me vient en tête, c'est Walking Dead. Alors les gens n'ont peut-être pas conscience de lire du comics quand ils lisent Walking Dead, mais ouais, c'en est à la base, c'est quand même du comics de zombies en noir et blanc, publié d'abord par Semic en France et puis ensuite par Delcourt. À la base, oui, c'est Image Comics qui publie ça aux États-Unis. Alors best-seller pour nous, ça c'est vraiment dans la durée. C'est qu'on est vraiment sur quelque chose de pérenne. Batman Tortue Ninja a été une excellente surprise en début d'année. Ouais, on a dû vendre 5000 exemplaires en 5 semaines, ce qui pour du comics est vraiment quelque chose d'hyper important. On n'a pas fini d'en vendre en fait. On se rend compte que c'est quelque chose qui dure encore. Si ça dure 1 an, 2 ans, si ça devient vraiment une œuvre de fond, on pourra parler de best-seller. Quand on aura dépassé les 20 000, on pourra parler de best-seller. Entre-temps, on va se calmer un petit peu. Mais un best-seller, par exemple, c'est le Batman de Scott Snyder et Greg Capullo, le tome 1 en Renaissance. Oui, il doit être maintenant à... je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, mais oui, il doit être à plus de 80 000 exemplaires. Donc là, on rentre vraiment... La série complète, on a dépassé les 600 000 exemplaires. Donc là, on est vraiment... on est sur Batman, on est aussi sur la série phare avec le personnage phare et les auteurs phares. Donc forcément, ça ne pouvait que cartonner, mais ça donne déjà un maître étalon un petit peu de ce qui se fait. Ce qui était intéressant, c'est de voir sur certains types de livres, comme Watchmen, V pour Vendetta, ou les Transmétropolitan ou les Preacher. Alors, 2 catégories, hein. V pour Vendetta et Watchmen sont bien au-dessus. Mais on se rend compte que ce sont des livres qui ont été publiés de manière non-stop depuis le milieu des années 80 et qui vendent encore énormément. C'est qu'on a vendu encore plus de 60 000 exemplaires de Watchmen depuis ces 5 années. On se dit, mais en fait, est-ce que ce sont des gens qui... Alors c'est sur la question, hein, je pense que Watchmen fait partie, ou Alan Moore en général, fait partie des auteurs que même les lecteurs de non-bande dessinée, enfin les non-lecteurs de bande dessinée plutôt, ont dans leur bibliothèque. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir lu. Donc il y a un peu ce côté aussi d'échantillonnage culturel, d'avoir un petit peu de tout. Et Watchmen fait partie de cette shortlist un petit peu des bouquins à avoir lus. Et on espère, nous, que ça ouvre la porte aussi, ou que ça rende un peu les gens curieux sur autre chose. Alors effectivement, on a déconstruit le super-héros avec Alan Moore et Dave Gibbons, mais ça peut, du coup, tout ce qui vient après reste quand même assez intéressant, même si tout a été écrit à l'aune de ce qu'a pu faire le dieu Moore. Mais voilà, on espère quand même que ces œuvres-là, voilà, je vous parlais de Watchmen, V pour Vendetta, dans une moindre mesure, Transmétropolitan, Preacher, Planetary, qui sont des œuvres plus jeunes. Sandman également, on a dépassé les 15 000 exemplaires sur le premier tome. C'était pour nous la confirmation qu'il y avait un lecteur autre en fait, qui pouvait être intéressé par ces œuvres beaucoup plus littéraires. Et puis en indépendant, donc là on quitte DC et Vertigo, mais en indépendant on a, en Vertigo on a Y le dernier homme aussi qui fonctionne excessivement bien.
Et puis Northlanders aussi, qui est une série là, qui pour le coup, on a complètement reformaté un petit peu la manière de publier cette série-là qui a néanmoins intéressé les gens. On était au moment aussi de l'explosion de la série Viking, la série américaine Viking, et je pense que voilà, il y avait un peu cette appétence pour toutes les cultures nordiques et les barbus musclés avec un regard de glace. Donc ça, on était, je pense, on a bénéficié un petit peu de cette chance, un petit peu, ce momentum. Et quand on quitte DC Vertigo, oui, on a par exemple Saga, qui là est vraiment notre porte-étendard de tout ce qu'on entend faire en comics indépendants. Voilà, le Urban Indie, c'est vraiment tout. C'est pour nous vraiment la volonté de montrer que en dehors du super-héros, parce que culturellement, on associe systématiquement le comics au super-héros. Notre travail en tant qu'éditeur, et puis c'est le rôle de tous les autres éditeurs aussi, c'est de montrer la pluralité des genres. Pour nous, le comics est un genre aussi riche que peut être le manga ou le franco-belge. Simplement, faut créer les réceptacles ou les labels, en tout cas Urban Indies est ce réceptacle, pour laisser se développer cette diversité. Je parle de Saga, mais derrière on a Descender qui est également une très grosse série. Il y a I Hate Fairyland qui est le carton du début d'année de Scotty Young. Il y a Thousand Bastard, Deadly Class, Tokyo Ghost, enfin vraiment toute cette génération d'auteurs qui avant étaient connus pour des œuvres soit chez DC, soit chez Marvel, qui reviennent du coup bosser pour eux. En fait, maintenant ils ont tous leurs droits sur leur série, ce qui n'est pas le cas chez Marvel ou chez DC. Et maintenant c'est un nouveau modèle économique en fait qui se développe. C'est que avant on va dire le pinacle d'une carrière, c'était de terminer sur Spider-Man ou sur Batman chez Marvel et chez DC. Maintenant, ça n'est qu'une étape en fait. C'est dans leur business plan ou dans leur plan de carrière. C'est que un auteur va se faire connaître sur Batman, par exemple, va avoir l'attention de tous les lecteurs de Batman et ensuite va dire si vous voulez continuer à me suivre, je vais faire mon truc en indé chez Image. Et du coup, oui, ils viennent avec une base de lecteurs qui est déjà assurée. On se rend compte que ce qui fonctionne chez Image, le plus, ce sont les auteurs qui sont déjà installés, qui ont déjà eu une carrière avant et qui ont surtout, c'est un truc qu'il ne faut pas oublier, qui se sont fait éditer, en fait, qui ont profité des conseils en anglais on dit guidance, mais c'est vraiment ça, vraiment le suivi d'éditeurs comme comme Karen Berger, comme Will Denis pour Vertigo, comme O'Neill chez DC. Tous ces gens-là ont bénéficié vraiment de la sagesse et de la mise en perspective, et puis aussi parfois d'un instinct un petit peu plus commercial que ce vers quoi ils seraient allés eux naturellement. Donc ils ont été formés en fait éditorialement. Et ces auteurs-là viennent du coup forts de toute cette culture et de la manière de savoir se vendre aussi, et de savoir créer un pitch, savoir créer un concept qui fonctionne, et du coup viennent avec également le bon dessinateur, parce qu'on parle également de co-création. Les droits sont partagés entre le dessinateur et le scénariste, c'est hyper important pour eux. Mais voilà, on arrive du coup avec des espèces de mini-cellules éditoriales qui arrivent quasiment toutes prêtes chez Image, et ça crée les cartons qu'on connaît aujourd'hui. Ça aurait pu être un bon timing, mais effectivement c'est quelque chose qui est en cours de discussion. Pour l'instant c'est pas prévu, tout simplement parce qu'il y a aussi cette réalité je pense que les Américains ont vu aussi sur leur marché, le marché du digital justement, qui après avoir bien évolué, stagné, commence un petit peu à régresser. C'est qu'en fait l'appétence ou la dynamique n'est plus vraiment là sur le format digital, donc on sent que c'est moins pressant de leur côté. Je voudrais pas m'avancer et parler à leur place. Mais ce serait imposer un autre rythme effectivement, et de consommation et de production. Je pense qu'on n'est pas encore prêt. En tout cas nous au niveau même du marché en fait. C'est très beau, mais quand on connaît les chiffres de Walking Dead ou des meilleures séries de comics en digital, que je divulguerai pas, on ne sait pas si le jeu en vaut forcément la chandelle. Donc voilà, il y a quand même une économie après de temps et de moyens qui, pour l'instant, en tout cas, l'équation est pas forcément très positive. Donc on va continuer à faire ce qu'on sait faire bien et de la compléter de la manière pour nous, la plus intelligente possible en physique. Et puis on a aussi, je pense, cette culture-là du physique. On a fait un bel objet, on a envie de capitaliser dessus, donc forcément, c'est quelque chose qui est appelé là pour le coup à durer. Et le digital, pour l'instant, effectivement, n'est pas dans nos plans de futurs proches, pour d'ici.